Je suis Camille Henry, je travaille au Parc naturel régional du Perche et on va aborder ensemble la question du cormier et de l'agroforesterie. Donc au parc, moi je travaille plus spécifiquement sur des questions d'agriculture et d'alimentation. Et en 2011, je me suis passionnée pour l'agroforesterie et à ce moment-là, sur 2 ou 3 années, le parc a accompagné une dizaine d'agriculteurs pour des projets agroforestiers. Voilà. Et donc ils ont tous dans leur projet intégré du cormier. Ils ont finalement été 3 ou 4 à planter. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'on a une 60aine d'hectares en agroforestier dans le Perche, dans le parc au moins, et que tous ces projets ont tous intégré la plantation de cormier. Voilà. Voilà, mais je ne suis pas spécialiste du cormier de A à Z, c'est pour ça que l'intérêt c'est qu'on puisse échanger et je vais vous expliquer ce que je connais moi à mon niveau. Alors quand on parle d'agroforesterie et de cormier, il me semble d'abord important de rappeler ce que c'est que l'agroforesterie parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup et qui n'est pas toujours bien défini. Donc l'agroforesterie, en fait, c'est le fait d'associer sur une même parcelle agricole une production agricole sur la strate herbacée, donc qui peut être soit de la culture, soit une prairie. Donc vous voyez là des prairies ou des cultures de céréales ou d'oléoprotéagineux comme des tournesols, enfin des oléagineux. Et puis sur cette même parcelle, sur la strate arborée, des arbres. Donc vous avez différents systèmes, donc là agroforesterie et culture, et ici agroforesterie et pâturage et élevage bovin. Voilà. Alors l'agroforesterie, ça n'est absolument pas quelque chose de nouveau. Elle a toujours été pratiquée par l'homme au Moyen-Âge. Vous voyez ici cette gravure. Au Moyen-Âge, on l'a pratiquée déjà en partie, en associant ici donc, des chênes, et puis de la vigne par exemple, et des cultures de laitue ou de plantes herbacées en bas. Vous voyez ici un système traditionnel qui est plus courant dans la région midi-pyrénéenne, je crois que c'est autour de Tarbes, les hautaines, c'est-à-dire des plantations de treilles qui s'accrochent sur des arbres en fait, et des cultures de céréales qui peuvent être pratiquées au pied. Vous connaissez bien entendu le système de pré-verger traditionnel de la Normandie et du Grand Ouest de la France, j'ai envie de dire. On le retrouve aussi dans d'autres endroits, mais c'est vraiment très emblématique de notre région. Malheureusement, il est en voie de disparition, mais c'est quand même de l'agroforesterie. Et puis ici, vous avez une image qui date des années 50, si je ne m'abuse, qui est une vue aérienne du paysage dans les alentours de Nogent-le-Rotrou. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Hein. Donc vous voyez le maillage de haies et les alignements d'arbres. Alors ici, ce sont des pommiers. Donc on est à la fois sur ce système où on va trouver des pommiers dans les prairies, mais également de l'agroforesterie avec des pommiers dans les champs de culture, c'est-à-dire que dans le Perche, avant la révolution agricole, l'industrialisation à partir des années 50, on avait encore des alignements de pommiers dans les champs de culture. Voilà, donc c'était une sorte d'agroforesterie aussi. Et ça a complètement disparu. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'agroforesterie moderne. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait réutiliser cette science de l'agroforesterie que l'homme a en l'adaptant aux pratiques agricoles actuelles et surtout au machinisme agricole. Parce que si les pommiers dont je vous parlais il y a 5 minutes dans les champs de culture du Perche ont disparu, c'est entre autres à cause des problèmes d'adaptation au machinisme agricole. Voilà, donc aujourd'hui, on essaie de réfléchir à comment, enfin depuis quelques années, hein, depuis au moins presque 2 décennies maintenant, comment on peut adapter à nouveau des arbres dans l'agro-écosystème en étant intelligent par rapport aux questions de machinisme agricole. Donc, quel est l'avantage de l'agroforesterie? L'agroforesterie, en fait, c'est que ça permet de produire plus. Alors, en quoi ça permet de produire plus? Mais en fait, aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites dans les années 90 par l'INRA, notamment par Christian Duprat dans l'Hérault et le Var, sur des domaines Restinclière et Vézonov. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et en fait, tous ces résultats d'études ont permis de montrer scientifiquement
que en fait on produisait, sur une parcelle de 100 hectares, on associe arbres et culture, on produit autant que si on dissocie culture et forêt sur 160 hectares. Donc ça nous permet d'intensifier la production à l'hectare. Voilà, vous avez la phrase de conclusion en bas. Une exploitation de 100 hectares en agroforesterie produira autant de produits agricoles et de bois qu'une exploitation de 160 hectares en assolement équivalent, enfin en nombre d'arbres que de la culture et de la forêt sur 160 hectares. Quand vous dites plus, c'est en termes financiers, en termes... En production. Production, oui, mais c'est très jugeant. De fait, oui. Mais là, les chiffres, c'est sur la production. C'est-à-dire la matière. Voilà. Alors, j'imagine que tout ça vous pose plein de questions, notamment sur les interactions entre les arbres et la culture. C'est évident. Alors, en fait, la première question qui vient souvent à l'esprit, c'est ok, on produit plus, mais comment c'est possible? Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre les arbres et les cultures? Eh bien, si c'est mal organisé, oui, il y a quand même une petite concurrence, mais aujourd'hui, on arrive à connaître des densités de plantation à l'hectare autour de pas plus de 80 arbres à l'hectare, qui permettent à la fois de maintenir une production très importante de céréales et d'avoir une concurrence qui se concrétise vraiment sur la dernière décennie de vie des arbres avant leur exploitation. Donc c'est quand même très limité puisqu'on va être sur des cycles de production de 30 à 50 ans. Donc vraiment là c'est infime. Donc là c'est sur la question de la lumière. Par contre on sait aujourd'hui que les arbres créent des microclimats et à titre personnel, et il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus, moi j'ai pas d'études aujourd'hui sous la main qui permettent de le montrer, mais on est de plus en plus convaincus que ce microclimat créé par les arbres va être profitable surtout en conditions de réchauffement climatique, c'est-à-dire limitation de l'évapotranspiration et puis limitation de l'impact direct des rayons du soleil sur la strate herbacée. Il y a également des interactions souterraines, donc on pourrait penser qu'il y a une concurrence aussi par rapport aux nutriments et à l'eau, mais en fait tout ça se passe de manière assez intelligente. En fait, le fait aussi de cultiver et de passer la charrue oblige les arbres à s'implanter très rapidement plus en profondeur, et puis en fait on s'est rendu compte que les arbres allaient pomper de l'eau et des nutriments et qu'ils favorisaient une fonction de pompe et de remontée de cette eau et de ces nutriments pour les cultures. Voilà, en simplifié. Évidemment, il y a la question de la matière organique, parce que les arbres sont source de fertilité. Ce qui nous vient tout de suite à l'idée, c'est les feuilles qui tombent et qui créent de la matière organique sur le sol. Mais il y a également ce qu'on appelle la litière souterraine, qui correspond à des petites radicelles qui, à l'image des feuilles qui tombent tous les ans, vont en partie se dégrader et apporter aussi un enrichissement du sol un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, pour les agriculteurs, ce qui va être intéressant, c'est déjà tout ce qui tombe au premier chef sur le sol. Voilà, vous avez des petites données chiffrées. Donc si on conclut un petit peu quelles sont les caractéristiques des arbres agroforestiers, un petit peu en comparaison de ce qu'est un arbre en forêt. Un arbre agroforestier, il a moins de concurrence qu'en forêt, donc il va être beaucoup plus exposé à la lumière et il va pousser beaucoup plus vite et beaucoup plus régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, un arbre forestier a beaucoup de concurrence pour la lumière. Et en fait, sa croissance, elle est surtout aussi liée aux éclaircies que vont faire les forestiers. C'est-à-dire que la croissance des arbres ne va pas être très régulière, elle va être fonction de ces éclaircies. Et en fait, quand vous coupez une bille d'arbres forestiers, vous voyez que les cernes, elles ne croissent pas de manière régulière, mais qu'il y a des à-coups. Et en fait, l'avantage d'un arbre agroforestier, c'est que lui, il n'a pas cette concurrence, il est exposé de manière continue au soleil, et donc sa croissance va être très régulière et ses cernes très régulières. Et on se dit que ça doit aussi avoir des qualités par rapport au bois qui sont aussi très intéressantes. Voilà. Donc ces arbres sont un petit peu plus gros en diamètre et moins hauts. Ils sont beaucoup mieux enracinés, ce que je vous disais tout à l'heure, et ça leur permet de mieux résister aux sécheresses et aux tempêtes. Et ça, c'est certainement un gros avantage pour l'avenir. Voilà.
par rapport à cette problématique de réchauffement climatique. L'avantage de l'agroforesterie, c'est également de créer un écosystème favorable à de nombreux animaux, oiseaux, insectes, etc., qui vont donc développer la biodiversité à la parcelle, puisqu'il y a plus d'habitat, il y a plus de biodiversité. Et ça, pour l'agriculteur, ça présente aussi un avantage, c'est que ça va permettre de limiter les ravageurs des cultures en abritant des auxiliaires de culture comme ceux que vous pouvez voir ici, des coccinelles ou d'autres insectes voilà, qui sont intéressants. Voilà, donc si on résume en quelques mots, l'agroforesterie permet une parcelle multifonctionnelle, donc à la fois de développer les productions, on a des productions à la fois agricoles et production de bois. J'ai envie de dire que ça ne se limite pas là, on peut aussi envisager de produire des fruits, hein, puisque on parlait d'agriculture, enfin d'agroforesterie traditionnelle du Perche avec les pommiers, voilà, il y avait la pomme. Ça permet l'enrichissement du patrimoine de l'exploitation agricole. Ça c'est intéressant parce que le fait d'associer la production de bois sur une parcelle agricole, ça permet aux agriculteurs qui sont souvent sur des cycles de production très courts, qui sont des cycles annuels, et qui sont liés aussi beaucoup à la volatilité des prix de marché, etc., de s'inscrire dans la durée longue et de capitaliser à long terme sur du foncier et d'apporter une valeur qui peut être transmissible d'une génération à une autre sur cette question de la valeur du foncier. Voilà, donc évidemment, comme on l'a vu, ça apporte une amélioration des sols et puis une protection de l'eau. Alors ça, je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière pour vous montrer, vous expliquer en quoi ça protège, par exemple, notre capital ressources en eau avec les nappes phréatiques. C'est que eh bien, le maillage des racines qui sont donc sous les cultures vont permettre aussi l'absorption de tout ce qui va arriver sur la parcelle et notamment va créer une sorte de barrière, de filtre par rapport à tous les produits phytosanitaires qui sont épandus sur la parcelle pour les agriculteurs qui ne seraient pas en bio ou en agroécologie. Enfin, voilà. Ça permet une sorte de petit filet de sécurité. Voilà. Ça permet bien entendu la diversification des paysages en apportant un maillage supplémentaire d'habitats et de corridors écologiques pour la faune sauvage et ça contribue de fait à la biodiversité. Donc là j'en ai terminé pour les questions générales d'agroforesterie moderne. Juste deux petits points. Bien entendu, tout ça, ça n'est possible que si on respecte des espacements quand même bien définis entre les arbres et entre les lignes d'arbres, pour que cette concurrence entre arbre et culture soit quasiment inexistante ou très très limitée. Et ça nécessite bien entendu une taille de formation des arbres, c'est-à-dire qu'un arbre va être valorisé d'un point de vue forestier pour sa bille s'il est bien conduit et s'il a une valeur, j'ai envie de dire, en termes de... Enfin, rapport à la qualité de son bois. Donc il ne faut pas qu'il y ait mieux. De fait, l'agriculteur qui implante une parcelle agroforestière est amené à conduire l'arbre pour qu'il ait un axe qui le conduit bien droit. Voilà. Donc ça c'est très important et ça nécessite du temps et d'anticiper dans le projet agroforestier. Parce que l'arbre, lui, quand il est soumis à un gros apport de lumière, comme ça, il a plutôt tendance naturellement à se développer en haut-pied. Donc là, c'est pas ce qu'on veut, donc d'où cette taille de formation. Et en cas de sol drainé... Ah oui, c'est une bonne question ça. Je suppose que ça doit être quasi impossible, quoi. Mais en fait, de ce que j'en retiens, c'est qu'il faut faire un choix. C'est-à-dire que si vous avez un sol drainé et que vous venez de faire l'investissement dans les drains, il vaut peut-être ne pas planter cette parcelle-là. Mais si vous arrivez un peu en fin de carrière du drainage ou que vous vous dites, eh ben c'est pas grave, j'investis quand même sur l'agroforesterie, aujourd'hui, on est en mesure de dire qu'au bout de 10 à 20 ans, les arbres, quand ils sont bien implantés, avec leur système racinaire, font office de drainage en fait. Alors après, ça dépend du niveau d'hydromorphie de la parcelle, etc. Voilà, mais grosso modo, c'est ce que les spécialistes arrivent à dire aujourd'hui. Elle est peut-être 20 ou 30 ans pour les sols les plus... Est-ce qu'on a une cartographie des sols drainés? Ça existe ou pas? Savoir quelle est la possibilité de transformer et de changer d'usage.
après l'exploitation. Alors ça c'est une bonne question. S'il y en a une, je pense qu'elle est au niveau des services de l'État, mais je ne sais même pas si ça existe en fait. Souvent c'est dans le savoir et dans le vécu des agriculteurs et des propriétaires fonciers. Mais voilà, je ne sais pas si ça existe, c'est une bonne question. C'est vrai qu'au départ, les drainages, c'était très encadré par l'administration. Oui, je ne sais pas si ça Ils fait des choses cohérentes. Ouais. Et ensuite, souvent, les gens ont bricolé, fait un petit peu... n'importe quoi. Voilà, donc là c'est une autre forme de bricolage, mais peut-être plus à plus long terme. Et peut-être moins coûteux au final, en tout cas qui apporte d'autres bénéfices que juste le simple drainage. Vous n'avez pas parlé de mycorhisation, mais tous les arbres sont porteurs de mycorhizes et donc améliorent la qualité des sols et nourrissent les plantes à côté. C'est pour ça qu'on a... Tout à fait. Et aujourd'hui, on peut aussi orienter son projet agroforestier sur des essences qui vont plus favoriser la mycorhize que d'autres. Qu'est-ce que vous avez parlé de mycorhisation? Vous pouvez préciser, monsieur? Disons, toute plante est porteur de champignons dans les racines, plus ou moins. Et les mycorhizes renourrissent en azote les plantes qui sont à côté. Donc c'est moins d'emploi d'engrais et une façon naturelle de faire absorber des... Bon, c'est ce que je traduisais globalement sous l'effet pompe à nutriments des arbres. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y a du conventionnel encore pour se faire en agroforesterie, du conventionnel, donc on parle du phytosanitaire, des produits phytosanitaires. L'agroforesterie, c'est ouvert à tous, oui. Et les arbres, ils doivent pousser, si on amène ces produits, le problème, effectivement, il y a une destruction des mycorhizes dans les champs. Et quelle est l'influence sur les arbres alors? Ils doivent pousser moins vite, non? Ça, je ne saurais pas vous répondre. Alors, je reprends le petit schéma. Moi, je pensais surtout, par exemple, à la question de la fertilisation en azote et des risques de fuite d'azote qui sont répandus sur les cultures vers les nappes phréatiques. Là, on est certain que les arbres ils vont en capter une grosse partie. Et si jamais toutes les cultures n'absorbaient pas tout, les arbres sont là encore en filet de sécurité pour absorber ce qui peut passer. Voilà. Après, sur tout ce qui est phytosanitaire, je ne sais pas si on a beaucoup de recul encore. Mais ça va éviter, ils vont forcément en absorber une partie qui ne percolera pas jusqu'à la nappe phréatique. Mais est-ce que quand on est dans ce système-là, on n'est pas en même temps dans un système plus biologique, puisqu'on a moins bien sûr, moins raisonné, quoi. Bien sûr, c'est-à-dire que les agriculteurs qui passent dans ce système, s'ils sont en conventionnel, sont dans une approche déjà d'agroécologie, donc déjà dans une forme de transition vers des pratiques plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Et puis après, il y a beaucoup aussi d'agriculteurs biologiques qui s'intéressent à ces pratiques, notamment par rapport à l'apport de matières organiques, la biodiversité, les auxiliaires de culture, voilà tout ce que je vous ai présenté. Alors le cormier dans tout ça. Oui. Voilà. Alors voilà, vous avez une belle photo de cormier. En fait, je vous ai pas dit que c'en était un, mais je crois bien que c'en est un. Donc là, c'est une photo qui a été prise à Grestin-Clière dans l'Hérault. Donc dans le cadre c'est un arbre qui a été planté, donc ils sont à peu près 2000 cormiers à avoir été plantés dans le cadre d'un projet de l'INRA qui date des années 90-2000. À Grestin-Clière, donc en fait c'est sur un domaine qui appartient au conseil départemental, sur lequel il y a aussi une exploitation agricole. Et donc ça a été la base aujourd'hui des études de l'INRA qui ont permis beaucoup de vulgarisation début 2010 sur l'agroforesterie. Donc voilà par exemple la publication de cet ouvrage à destination du monde agricole mais pas uniquement. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous dit sur le cormier tout ça? Le cormier en agroforesterie, ce que l'expérimentation de l'INRA a permis de montrer, c'est que c'est une essence qui a des avantages et des inconvénients. Donc les avantages, c'est évidemment de produire un bois précieux qui peut être recherché et bien valorisé. Bon, je ne vais pas déflorer les sujets qui vont être abordés cet après-midi sur la question. C'est un arbre qui a une bonne dominance apicale, c'est-à-dire qu'il a tendance à pousser quand même bien droit, donc il est un peu plus facile à conduire. Donc là, évidemment, ça apporte un entretien plus aisé en matière de taille, d'élagage et de fait une moindre gêne pour les activités agricoles puisqu'il n'y a pas trop de branches qui partent sur les côtés. C'est un arbre qui apparemment a une acceptabilité
assez importante, il accepte un grand type de sol différent. C'est-à-dire qu'il peut être implanté à la fois sur des sols calcaires ou sur des sols acides, évidemment pas trop acides non plus, mais quand même il est assez souple, assez tolérant. Apparemment, il pourrait même valoriser des sols ingrats. Alors je relativise, hein. Là c'est au regard de l'approche de l'INRA dans le sud de la France, qui vont appeler sols ingrats. C'est des sols qui ont une profondeur très faible, ce qu'on n'a pas ici, donc voilà. Mais bon, il peut être implanté sur des sols assez sableux, dans le Perche par exemple. Bon, après, il ne va pas aimer des sols trop hydromorphes, il ne faut pas non plus qu'il ait les pieds complètement dans l'eau toute l'année. Il a un houppier assez clair, c'est-à-dire qu'il va occasionner un ombrage assez limité sur les cultures, donc ça c'est intéressant. Il est assez peu sensible aux maladies, insectes, champignons, etc. Pour le sud, nous ça nous concerne peut-être un peu moins dans le Perche, il est quand même très tolérant à la chaleur et à la lumière. Par contre, le fait qu'il accepte et qu'il aime beaucoup la lumière, ça montre bien que c'est un arbre qui va être très appréciable, adapté au système agroforestier, parce que là il est vraiment en pleine lumière, il n'est pas comme en forêt. Et l'intérêt, alors qu'il n'est pas négligeable, c'est qu'on peut le recéper. Une fois qu'on l'a implanté et qu'on va le récolter au bout de 30 à 50 ans, on le coupe et il peut repartir de son pied initial. Donc ça c'est intéressant, ça évite d'avoir à le replanter. Voilà. Même s'il est très vieux? Oui, il rejette sur racine. Je ne sais pas. Bah, en fait, il rejette sur les racines. Alors, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais je pense que dans un système agroforestier, on ne va pas attendre que l'arbre ait 150 ans pour l'exploiter. On va attendre qu'il ait une bille déjà de 3-4 mètres exploitable et qu'il ait un petit diamètre de 45 à 60 cm. Quoi. Voilà. Donc là, je pense qu'en effet, il peut pas procéder. Après, si on arrive sur un pépère d'un mètre 10, ça va peut-être être plus compliqué. Voilà. Non, puis c'est un peu comme le tremble. Vous coupez un cormier ou un tremble, voilà. Ça rejette sur les racines, donc ça va pas. Voilà. Les contraintes, alors cet avantage d'être un bois précieux et recherché, en même temps c'est pas toujours évident parce que c'est quand même une niche de marché. La filière n'est pas très importante, alors peut-être qu'elle va se redévelopper. Et voilà. On voit quand même, par exemple, ces bois précieux aujourd'hui, voilà. La lisière ou depuis la fin pour rien. Voilà. Mais bon, après, ce que disent des spécialistes, des bureaux d'études spécialistes sur l'agroforesterie comme Agrouf, qui est très connu au niveau national et international, c'est que voilà, quand on plante un arbre, on se projette à plusieurs décennies et qu'on ne peut jamais anticiper le marché, c'est difficile. Mais en tout cas, nos besoins en bois, ils ne vont pas franchement diminuer à l'avenir. Et il y a déjà des pays comme la Chine qui font des paris sur l'avenir en plantant des centaines de milliers d'hectares avec des arbres comme le Polonia ou d'autres qui ont une croissance très rapide. Et eux, ils sont déjà en train d'anticiper en disant qu'ils vont avoir besoin de bois. Donc à l'échelle mondiale, c'est un pari un petit peu à faire. Mais voilà. Les contraintes, donc c'est la génétique. Alors, au moment où les résultats de l'INRA sont sortis, il y avait encore un peu des problèmes génétiques sur la sélection des arbres corniers pour avoir vraiment des arbres très intéressants d'un point de vue exploitation forestière et du bois. Je ne sais pas très bien si ces problèmes ont été résolus aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de pépiniéristes spécialisés dans les essences forestières qui ont fait des progrès. Et après, je pense que les problèmes sont en grande partie résolus aujourd'hui, mais je ne suis pas certaine que aujourd'hui ce qu'on va trouver chez les pépiniéristes, par exemple pour un projet agroforestier, soit par exemple d'une génétique très locale par contre. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir résolu le problème sur l'objectif production pour le bois, mais ce ne sera pas forcément du végétal local, ou en tout cas vérifié. La grosse contrainte du cornier, c'est sa croissance lente, la croissance juvénile surtout. Il est assez fragile ou sensible parce que son écorce est fine, donc s'il y a du pâturage ou de la faune sauvage, il faut vraiment le protéger. Si c'est dans un système agroforestier d'élevage ou dans un système où il y a une pression de faune sauvage importante, c'est indispensable. Enfin, moi je dis toujours qu'il faut protéger, hein. Quand c'est un projet agroforestier, c'est quand même le plus simple.
Voilà. Après, il peut abriter la maladie, le feu bactérien. Donc c'est une maladie qu'héberge également l'aubépine, qui peut toucher notamment le pommier. Poirier, voilà, beaucoup de rosacées, je pense. Vérifier si c'est un risque très important, ça je peux pas vous dire. Mais il meurt alors, on peut dire. Non, il l'abrite. Il l'abrite, c'est ça, comme l'aubépine. Il fait le champ. Disons que c'est toute la famille des rosacées qui est atteinte par le feu bactérien. Voilà. Donc c'est une plante à risque. Aujourd'hui en France, il est plutôt en recul. C'est ça, le feu bactérien est en net recul. Et puis 2-3 décès. Alors j'ai presque fini, hein, vous inquiétez pas. Il craint le vent, le dessèchement, et ça peut modifier sa forme. Après, ça c'est aussi, je pense, une conclusion avec un tropisme sud de la France. C'est peut-être pas trop notre cas ici, mais bon, c'est vrai qu'avec le changement climatique, voilà, c'est peut-être pas un arbre à mettre en haut d'une crête en plein vent. Voilà. Est-ce qu'il change de forme avec le vent? Bah, c'est l'évolution. Voilà, il peut, en partie, comme tous les arbres. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Donc, comme je le disais, l'idéal en agroforesterie pour l'exploitation, ce que dit l'INRA, c'est une bille d'une hauteur de 3 mètres à 4 mètres et une exploitation possible dès que le diamètre atteint est entre 45 et 60 cm. Et donc ça fait un âge entre 60 et 80 ans. Voilà. Donc c'est un investissement pour l'avenir. Voilà. Voilà. Donc tout ce que je vous ai raconté, c'est tiré des ressources sur l'agroforesterie du bureau d'études à Gouffes. Les conclusions du projet Pirate, alors j'avais essayé d'imprimer mais ça n'a pas marché. Sur internet, si vous tapez Cormier, agroforesterie, INRA ou Pirate, vous tombez sur cette fabuleuse, ce fabuleux petit dépliant qui vous présente les conclusions du programme. Donc une petite fiche où je me suis largement inspirée, je ne vous cache pas, et qui est très synthétique et qui parle du cormier en agroforesterie. Personnellement, je n'ai pas trouvé mieux à ce jour. Voilà. Le livre Agroforesterie, produire autrement, qui est vraiment très large, qui parle de l'agroforesterie en général. Il y a plein de choses sur Internet. Pour les agriculteurs, pour les convaincre, un document fait par la PCA, les chambres d'agriculture, sur 10 idées reçues sur l'agroforesterie pour montrer que c'est possible et que c'est intéressant. Et puis des choses plus locales sur concevoir, alors là le guide du parc sur la plantation et l'entretien d'un verger dans le Perche, si on veut faire un verger de cormier, les bases sur le verger, et puis un document très intéressant de Solagro sur concevoir son pré-verger et valoriser les fruits. Voilà, ça c'est plus orienté pomme, mais ça peut être extrapolable sur le cormier. Voilà. Mais écoutez, vous avez des questions. Donc, ça peut être suivi d'une discussion, même si ça s'est fait un petit peu de manière spontanée. Voilà. S'il y en a qui veulent poursuivre avec des questions ou bien ajouter des choses, on peut encore passer un peu de temps. Petite question. Pour envisager justement une transition avec la mécanisation des parcelles, qu'est-ce qui est recommandé en termes de distance pour permettre éventuellement à des machines agricoles de passer? C'est une distance minimale requise, je suppose, entre les plantations alors, je vais reprendre le schéma, ça va être plus facile. Oui, ça apparaissait sur le... Voilà. L'idéal pour la distance entre les arbres, là, bon, déjà, c'est de prévoir quand même une distance de protection entre l'endroit où la machine va s'arrêter et les arbres. Ça dépend après de l'agilité de l'agriculteur, mais il faut prévoir au moins 1 mètre, et le mieux c'est 1,5 m ou 2 mètres. Donc ça fait une bande qui peut faire
de 2 à 4 mètres, qui est une bande herbacée où là il faut définir un couvert spécifique sur laquelle les arbres sont implantés. Et après cette distance-là, vraiment de culture qui est cultivée, elle va être calculée de manière très pragmatique en fonction du matériel agricole, donc les pulvérisateurs, ou après la distance, la barre de coupe de la moissonneuse-batteuse ou des choses comme ça, pour ceux qui n'ont pas les ailes. Voilà. Et après, la distance entre chaque arbre. Alors, en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est que les arbres soient trop rapprochés au-delà du machinisme agricole pour que la projection de l'ombre de l'arbre couvre la totalité de la culture. Ça, c'est déjà une règle de base, mais si vous partez sur 36 mètres, vous en êtes souvent très loin. Et là, entre chaque arbre, ça va dépendre, en fait, ça peut dépendre de l'essence. L'idée, c'est d'avoir une densité d'arbres à la parcelle autour de 50 à 80 arbres à l'hectare, pas plus, parce que sinon, on arrive trop aux limites de l'agroforesterie et avec un impact trop important des arbres sur les cultures. Bon, après, les choses sont très bien faites. Quand il y a des aides de l'État ou de collectivités pour l'agroforesterie, il y a des niveaux de densité de plantation à ne pas dépasser. Mais souvent, ça correspond à 6-7 mètres, 5 minimum, quoi. Voilà. Et après, à titre d'information, quand on plante un verger de pommiers aux tiges dans une prairie, on les plante au carré à 10 ou 12 mètres les uns des autres. Ça donne une référence aussi. En autre référence, c'est qu'en forêt, en futaie, oui, un verset que je connais un peu, au final, c'est 200 arbres hectares. C'est ça. Merci de la référence. Moi, j'ai entendu que c'était un arbre qui n'était pas trop social et que, alors, je ne sais pas si ça va être vérifié, mais qui ne s'adaptait pas trop bien quand il y en avait un autre à côté, en gros, de la même famille, non? Alors là, ce serait peut-être plutôt en conditions forestières, parce que je ne connais pas très bien. Et de fait, j'ai envie de vous dire, s'il n'est pas très social, il est tout à fait adapté à l'agroforesterie. Alors. Ah non, là, les densités, je veux dire qu'après, oui, on prend la distance sans doute. Ah oui, je pense que si on dit qu'il est un arbre et pas social, c'est avec plutôt en conditions naturelles forestières. Voilà, donc aujourd'hui on a des cormiers, je suis désolée, je n'ai pas mis de photo là, mais des cormiers qui font peut-être 3-4 mètres maintenant, qui sont implantés dans le Perche, dans des systèmes agroforestiers. On a des agriculteurs qui en ont planté dans l'Orne, à Bretoncelle, surtout à Bretoncelle, un petit peu vers Lommy au Perche. Ouais. Et puis aussi un agriculteur. Elle a quelques années. Oui, depuis l'hiver 2011-2012, de mémoire. Donc ça commence à prendre un petit peu d'âge maintenant. Et on a un agriculteur en Eure-et-Loire, à côté de Nogent-le-Rotrou, à Saint-Jean-Pierre-Fils, qui en a planté il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc on a des arbres qui font cette taille à peu près. Et quand on plante en agroforesterie, on va prendre les sions les plus petits possibles, déjà pour réduire le coût et pour favoriser la chance de reprise. Donc soit racine nue, soit en pot. En mode, pardon. Voilà. Merci de votre attention.